Hello à tous, cette semaine dans Toile, je reçois l'humoriste et comédien qui nous fait rire sur la toile et sur scène depuis des années, Alex Ramirez. Il est notamment connu pour les dizaines de personnages qu'il incarne, tous plus drôles les uns que les autres. Mais qui est vraiment Alex Ramirez et qui se cache derrière tous ces personnages? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Scroller, liker, commenter, influencer. Que signifie l'influence ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la toile des réseaux sociaux? Et qui sont celles et ceux qui la tissent? Je suis Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, et vous écoutez Toile, le podcast qui explore l'envers des likes. Bonjour Alex, bienvenue dans Toile. Comment Merci. tu vas? Ça va bien. Bonjour Marie, je suis content. Je sais pas à quelle sauce je vais te manger, mais... Non, alors c'est un t'inquiète, peu le principe. j'aime bien l'épicé, mais ça va bien se passer, je te promets. Spicy. Tout va bien se passer. On va commencer avec la première partie qui est donc sur la toile. L'idée, c'est d'apprendre à te connaître un petit peu plus. Comment est-ce que tu te sers des réseaux sociaux au quotidien, ou pas d'ailleurs. Mais juste parler de toi pour que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent puissent apprendre un petit peu à te connaître. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on ira cette fois-ci un petit peu plus deep. Et puis, on verra comment ça va se passer. Mais t'inquiète pas, ça va aller, je te promets, rassure-toi. Ok. Tout va bien se passer. Accroche-toi, Ok, accroche-toi. Alors, pour commencer, je voulais un petit peu revenir aux bases. Donc, Allez. aujourd'hui, tu es humoriste. Ouais. Mais d'où est-ce que ça te vient, cette envie de faire rire les gens? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été inné chez toi? C'est quelque chose que tu voulais faire depuis que tu étais enfant ou c'est venu un peu plus tard? C'est vraiment un truc de gamin. Enfin, moi, j'aimais déjà beaucoup raconter des histoires. Après, je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter des histoires et faire rire les gens. Donc, je me suis dit, hey, pouvoir de dingue. Est-ce que j'irais pas dans cette voie-là? Et en fait, je faisais partie d'un club théâtre quand j'avais, je sais pas, quand j'ai commencé, j'avais 9 ans, quoi. Ah ouais, Donc, ok. et on faisait nos propres histoires, on faisait marrer les gens. Donc, j'ai vraiment commencé par la scène, moi. C'est ça qui est intéressant après quand on va parler des réseaux, parce que c'est vraiment un truc qui est arrivé après pour moi. Mais en vrai, tu vois, au fur et à mesure, je me rendais compte que je faisais rire des gens que je connaissais pas. Et ça, c'est un peu dingue. Et j'avais envie de raconter des choses tout en faisant rire. Donc, j'ai continué dans cette voie et j'avais un prof de théâtre qui était vachement là-dedans. Tu vois, c'était pas tenez du texte, tenez Molière, allez-y, même si Molière est très drôle. Hein, mais en tout cas, on inventait nos propres histoires, nos propres sketchs. Moi, j'ai découvert Foresti, Muriel Robin, Pierre Palmade, tout ça. J'étais genre, waouh! Et t'avais quel âge quand là, t'as découvert tous ces humoristes français? Muriel Robin, bah, c'est un peu la taulière, donc elle était un peu avant tout le monde. J'avais, je devais avoir 6 ans quand je découvrais Muriel Robin. Tu vois. Ah ouais, mais J'ai- tes parents t'ont un peu mis là-dedans aussi ou Pas du c'est tout. vraiment toi qui t'es dit ça me plaît En fait, je viens d'une famille pas du tout d'artistes. Ok. Donc vraiment, je suis tombé un soir sur l'addition de Muriel Robin et je me suis pris un fou rire tout seul. Après, les incontournables, Gad Elmaleh, Eric et Ramzy, Jamel Debbouze avec mon frère, on regardait beaucoup ça. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et peut-être pas école du stand-up, mais en tout cas, l'humour et tout. Et après, j'ai fait un premier spectacle, un deuxième, je suis arrivé sur Paris et puis bim, me voilà quoi. T'as vu, c'était résumé, hein. Bah ouais, c'est très résumé parce que en fait, Comme c'était facile. à quel Puis pouf, moment pouf. vraiment tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux faire? Il y a Ça, eu c'est un intéressant. déclic quand même, je pense, Ouais. au moment où tu t'es dit, parce que on a tous des passions dans la vie. Ouais. Tu vois, moi, j'étais fan des poneys. Ok. Et ben, il y a eu un déclic où je me suis dit, bon, bah, je serais pas prof d'équitation, tu vois. Je serais pas poney, je serais pas poney, Voilà, qu'est-ce je serais pas poney. Mais il y a un Ouais, moment ouais, où oui, tu t'as t'es raison. dit, ok, là, je veux faire ça. C'était quoi ce moment déclencheur? Ça a été, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est que je me suis donné 1 an pour voir si ça pouvait être un métier. Ça veut dire que j'étais à la fac et j'étais obligé de travailler parce que tu sais, il y a les bourses étudiantes, des trucs Ouais. comme ça. Et si j'avais pas mes notes, je devais rembourser. Donc vraiment, mes parents avaient pas assez d'argent pour me payer mes études Ouais, et tout. ouais. Donc je me suis dit, bon, je vais un peu essayer à côté. Donc j'ai pris des cours de café-théâtre, j'allais voir beaucoup de spectacles, je suis allé voir une troupe d'impro. Je m'incrustais après à la troupe d'impro pour essayer de rentrer dans la troupe d'impro. Ah, tu vois, c'est c'était à Lyon, cool. tout ça. Ah Quoi? Tu sais d'où je viens? De où? De Lyon. Mais non! Incroyable. Ah, bah Ouais, voilà, ouais, bah, ouais. je peux même te dire, Croix-Rousse, tout ça. Ah, je- trop les bien. quartiers, quoi. Ah, mais je savais même pas. tu Ouais, vois. si, moi, je suis lyonnaise. Pure Vous êtes souche. qui en fait? Bah, on va parler un peu de toi, de ta carrière. Non, alors pas du tout. Alors reste concentré, Ok, s'il te ok, plaît. ok, Reste, pardon. reste avec moi. Reste avec moi. J'ai du mal. Et du coup, en fait, dans cette année, j'ai retrouvé un vieux carnet où j'avais écrit ça, où on écrivait beaucoup nos. Tu vas voir, c'est une grosse digression, mais. il y a Vas-y, rien. vas-y. J'ai On un écrit- café, on- je on- te- tout va bien. On écrivait, on était partis en vacances avec des potes et on tenait un journal de bord. Et c'était les vacances avant la rentrée. Et vraiment, j'ai écrit, je me donne 1 an pour voir si le rêve que j'ai, ça sera juste une passion ou un métier. Et j'ai fait tout ça, j'ai rencontré des gens et j'ai pu, on va dire, rentrer dans cette troupe d'impro, tu vois, Ouais. où je faisais des spectacles d'impro qui se Mhm. sont professionnalisés. Donc j'avais par-ci par-là de plus en plus de spectacles. Et après, j'ai rencontré un type qui, lui, avait envie d'écrire un spectacle. Moi, j'avais envie de jouer, je me sentais pas du tout d'écrire à l'époque. Et on a bossé ensemble, et c'est comme ça que j'ai fait mes premières scènes ouvertes à Lyon.
Et là, tu vois, du coup, maintenant, je bosse plus avec cette personne, mais après, j'ai écrit tout seul. Ça t'a lancé, en fait. Ça m'a lancé. Ouais. Ça m'a lancé et ça a permis de voir que je pouvais me sentir légitime et qu'il fallait juste travailler, quoi, en fait. Et alors, en 2013, t'as ouvert ta chaîne YouTube. Putain. Non, mais alors, attends. 2013, c'était quand même il y a un petit moment, finalement. Dans un an, ça fera 10 ans. Allez, bim. Ouais. Mais t'inquiète, moi aussi, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, donc je te comprends. Mais est-ce que quand tu l'as fait, c'était par envie, parce que tu regardais des youtubeurs? Est-ce que c'était pour te faire connaître? Ou est-ce que vraiment t'aimais bien le format et tu voulais essayer de te diversifier un petit peu de ce que tu faisais déjà? Moi, il y a un truc que je voulais faire, que pour le coup, qui reste une passion et qui reste un rêve, c'est j'adorerais réaliser des clips vidéo. Et, de musique? De musique, ouais. Même pas être dedans, hein, juste réaliser. J'ai fait des études de cinéma en parallèle, tu vois. Ou la publicité, tu vois, le format court, un peu hyper, avec un peu créatif, tu vois, pas la pub qui sert à rien, mais tu sais, vraiment la pub où des fois ils ont des trucs un peu dingues, du stop motion et tout ça. Le cinéma d'animation, ça m'intéressait beaucoup. Et je trouve que YouTube, c'est quand même le lieu où t'as la création, je veux dire, qui est là à son paroxysme, où t'es même pas obligé d'avoir un. Enfin, ouais, tu testes, tu peux faire des trucs de stop motion, surtout au début de YouTube Dailymotion. Allez. Vimeo. Les boomers sont là. Retrouvez-nous tous les soirs au dancing, les dimanches soirs, parce que le samedi, on est fatigué. Et du coup, du coup, il y avait vraiment ce truc-là où je me suis dit, je me suis intéressé à ça et j'avais envie de faire des vannes, on va dire, vidéo, des trucs que tu peux pas faire sur scène. Okay. Moi, j'aimais bien les courts-métrages. Et donc, mes premières vidéos qui sont même plus sur YouTube, que j'ai enlevées de honte, pendant tout juillet-août, je disais que faire quand tu te fais chier à Lyon, en fait, l'été, parce que tout est fermé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça s'appelait les plans anti-loose, que faire. Et t'avais une vidéo qui sortait toutes les semaines. Trop et je te dis pas que j'étais le précurseur ou quoi, mais en tout cas, moi, à mon échelle, dans ma ville, en tant qu'humoriste, j'étais un des premiers à sortir une vidéo régulièrement. Et mais même avant, je sais même pas s'il y avait Facebook, tu vois. Ah ouais, ça date. Si, il devait y avoir les débuts de Facebook. Peut-être Facebook quand même. Et là, j'ai pris plaisir à créer des choses, à créer des vidéos et à me dire, ok, c'est un espace de création qui est totalement libre. En plus, à l'époque, tu te faisais même pas striker si tu prenais des musiques qui existaient, tu vois. Non, et puis à l'époque, on gagnait pas forcément d'argent avec YouTube. C'était vraiment par passion, en fait. Bah, honnêtement, on va continuer, mais j'ai jamais vraiment gagné de l'argent avec YouTube. Ouais, bah justement, en fait, moi, la question, c'est le succès, il est arrivé grâce à quoi, finalement? Est-ce qu'il est arrivé grâce à la scène ou grâce aux vidéos? Parce que j'ai quand même vu... Attends, excuse-moi, hein. Je suis vraiment une daronne sur YouTube. T'as une vidéo à plus de 60 millions de vues. Évidemment, merci la Thaïlande. Non, mais vraiment, la Thaïlande? Ouais. Tu regardes les stats. Cette vidéo, elle est beaucoup vue aux États-Unis, au Brésil et en Thaïlande. Non, mais attends, tu rigoles. En France, elle est nulle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette vidéo pour les gens qui ne l'ont pas vue? Mais parce que c'est insane. T'as vraiment des vidéos à plus de 10 millions de vues comme ça sur ta chaîne. C'est fou quand même. Ouais, c'est vrai, mais je m'en rendais pas compte. Ah, mais moi, j'ai pas ça. Hein. J'ai fait des vidéos low cost. Le principe des vidéos low cost, c'était que je reprends des scènes de films très connus, Disney, des clips, que des choses qu'on connaît. Et il y a l'image originale en bas, et moi je refais plan par plan, sans argent, donc avec des draps, des rideaux, du carton, beaucoup de carton. C'est très très drôle. Il faut vraiment être premier degré, c'est ça le secret. Et la petite sirène, Partir là-bas, a fait 60 millions de vues en très peu de temps. En fait, elle est montée d'un coup. Je pense qu'elle a été partagée, tu sais pas, les affres d'Internet. Elle a été partagée dans le monde parce que tu te rends compte que Disney a quand même une plus-value de ouf sur le monde entier. Bien sûr. La pop culture. Et du coup, voilà, c'était l'idée. Et je t'avouerai que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais ce qui a vraiment... Ça, c'était l'été. Et j'avais pas de date à ce moment-là, tu vois. Donc ça a pas... Et puis c'était un peu dans le monde entier. Donc il n'y a pas eu un taux de transformation assez dingue, genre des gens dans ma salle d'un coup. Il y en a eu quand même. Hein. Je partais en vacances, et à un moment, t'as un type qui m'a reconnu dans une piscine. Il était autrichien, il m'a dit, mais tu sais pas toi qui fais la petite sirène? Dans la piscine. Ouais, j'étais dans la piscine, donc j'étais genre, ouais, vraiment, il suffit que je chante et c'est bon, t'as l'image. Et j'ai trouvé ça dingue. Ça a été quand j'ai fait La Reine des Neiges. Génial cette phrase. Quand j'ai fait la Reine des Neiges, et qu'en même temps, il y a un sketch de moi sur scène qui est sorti sur la chaîne de Montreux. Ah oui. Et en fait, il y a eu un peu le mélange de ok, le gars fait des trucs sur le web et en même temps, le gars fait aussi des sketchs sur scène. Et c'était les clichés sur l'homosexualité, donc qui a bien marché. Et là, pour le coup, j'étais complet 2 semaines à l'avance parce que les gens ont dit ok, en fait, il a aussi un spectacle. Et c'est sorti en même temps. Mais en fait, t'as vraiment commencé donc à exploser sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire le réseau sur lequel tu t'épanouis le plus. Enfin, moi, là où je te vois le plus, c'est sur TikTok et sur Insta. Ouais. C'est vraiment les 2 réseaux là où je te vois le plus. Tu dirais quoi aujourd'hui? Enfin, comment est-ce que tu te définirais et comment tu définirais ton contenu sur les réseaux? Alors, tu sais que j'ai travaillé pendant le Covid parce que ça, c'est une pause où tu t'arrêtes et tu te dis attends, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais? Et il y a eu des gros changements. Et en fait, je me suis dit sur YouTube, si je continue, c'est vraiment, je veux des courts-métrages un peu chiadés, je veux des trucs stylés, donc ça nécessite de l'argent. Ouais. Et j'en avais pas. Enfin, j'ai pas payé moi-même.
Et je me suis dit, je vais retourner sur Instagram parce que là, je peux tester des personnages. Et donc, du coup, c'est ça, mon contenu, il est principalement humoristique, en fait. Mais c'est un peu ton terrain de jeu, finalement. Ouais, en vrai, c'est ça. Là, il y a un truc qui a bien marché, c'est je fais des défilés de mode avec 3 fois rien. On revient dans le low cost. Et là, tu joues la dernière de ton spectacle Sensiblement Viril le 13 octobre au Casino de Paris. Ouais. Après 50 tournées, comment tu te sens par rapport à ça? Un petit peu nostalgique, heureux aussi, peut-être qu'une page se tourne pour un éventuel prochain spectacle. C'est ça, j'ai déjà la tête dans le prochain, en fait. Oh Bah, tu sais, ça fait 5 ans, dans ce Sensiblement Viril, je me raconte beaucoup, et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, hyper content de vraiment finir propre au Casino de Paris, hyper heureux. Non, ça va être émouvant, mais je suis content. J'ai envie de raconter d'autres choses, pas forcément différentes, mais dans la continuité. Mon style, il s'est affiné. Donc, je suis content de passer à autre chose aussi. Moi, j'adore changer. Sensiblement Viril, à la base, j'avais un autre spectacle avant, et j'avais pas prévu d'en écrire un nouveau. Et après, je me suis dit, ok, j'ai envie de parler d'homosexualité, j'ai envie de parler de virilité, mais différemment. Et il s'est un peu imposé à moi. Donc, j'ai jamais peur de changer de spectacle. Le nouveau me fait jamais peur. C'est un peu même une facilité quand tu fais, allez, on fait autre chose. Ça me dérange pas. Et en parlant de style d'écriture, dans tes vidéos sur TikTok et sur Instagram, on dirait que ce que tu fais, c'est de l'impro. Est-ce que c'est vraiment de l'impro ou est-ce que t'as un style d'écriture qui quand même, je sais pas, moi, ça m'impressionne. On dirait vraiment que allez, t'allumes ton téléphone et tu fais ça comme ça. Ah, je suis content que tu poses la question parce que c'est très précis en termes de création d'artistes et t'as raison parce qu'on a, nous les humoristes sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui écrivent tout et qui lisent et qui se prennent en photo, qui cut et tout. Je fais un peu des deux. Là, j'ai sorti une vidéo à la con qui dure que 30 secondes sur un dermato qui dit ah mais ça c'est la peau qui parle, ça si c'est la peau qui parle. Je me suis juste dit et là je suis parti en total impro et j'ai improvisé jusqu'à ce que ça soit drôle. Et il y en a où j'écris un peu une trame, quand il y en a je fais un médium complètement fou. Moi j'aime bien savoir ce qu'il dit parce que je travaille la rythmique, donc je le lis 3 fois et après j'y vais. Des fois je fais des cuts, mais des fois c'est quand même un peu d'impro. En fait j'ai 4-5 phrases où je me dis ok elles sont drôles, donc j'ai ma ligne de vanne et après le reste je passe. Souvent je déteste refaire la vidéo parce que je me dis ce sera jamais assez bien. Ou en one shot, il y en a qui font en one shot, donc c'est-à-dire que c'est tout avec toutes les vannes au moment. Ça j'y arrive pas et puis ça me stresse de me dire il faut que tu sais c'est comme mettre les perles au bon endroit, c'est impossible. Et puis surtout, je vais y passer 5 heures, tu vois. Donc, Et où est-ce que tu trouves ton inspiration? C'est spontané comme ça? Je sais pas, tu vois un truc ou t'as un pote qui t'envoie un message, tu te dis ah ça c'est trop drôle, je vais en faire une vidéo. C'est un peu ça. Souvent ça part d'une phrase. Tu vois, ouais, Jean-Yves Siro qui est un médium énervé, ça vient de. De toute façon, je vais vous dire, si vous êtes pas content chez vous, vous serez pas content dehors. Ça vient d'un truc comme ça. Le côté un peu énervé pour rien, ça me faisait trop rire. C'est très très drôle. Il y en a un, c'est Ramirou, c'est clairement Michou. Ouais. Salut la team, en fait ça fait hyper plaisir. Ah en fait je me rendais pas compte en fait. Super bien. Bah merci, en fait je savais pas. Ça fait hyper plaisir d'être là. Bah c'est comme ça. C'est parce que je l'ai vu dans Danse avec les stars. Incroyable. Et j'ai fait mais toi t'es à moi. Et en fait, c'est toujours un peu positif comme ça. Et je savais pas, en fait. Tu m'as jamais invité, par contre, je suis vraiment vexée. Ça, faudrait que je t'étudie un peu plus. Ah! Mais il y a une voix un petit peu dark, Oula, non, un peu grave, tu vois. Ouais. Et un petit sourire. Non, je sais pas, faudrait que Fais attention. Les filles, c'est plus dur à imiter. Bientôt, ça va sortir, je vais rien comprendre à ma vie. T'es dans la nouvelle émission d'M6, Les Traîtres. Ouais. Est-ce que même dans ce genre d'émission, tu gardes quand même ta spontanéité? Ouais. En fait, j'ai accepté ça parce que j'adore le jeu du loup-garou. Et on va pas se mentir, c'est le loup-garou sans les droits. Non, mais ça, c'est évident. Même eux, ils le disaient. Hein. Alors, c'est pas des loups-garous, c'est des traîtres. Mais donc, évidemment que c'est ça. Et j'y suis allé juste pour l'amour du jeu. Il y avait, il y avait Jess Riyad, il y avait Natou, il y avait Bruno Sanchez que je connaissais un peu. Je me dis, on va quand même pouvoir se marrer. Ça sera pas, premier degré, des gens un peu dark. Et ouais. Je me suis dit, j'y vais. Je sais maintenant, on va dire, je sais m'exprimer. En télé, tout ça, des fois c'est flippant, tu sais, ou même les trucs comme ça où le soir ils te demandent de résumer la journée, des fois ils vont te dire et alors tu es déçu parce que. Et moi j'étais là, bah non, je suis pas déçu donc je vais pas dire ça. Ça s'apprend d'assumer ce qu'on pense, tu vois. Généralement, t'es un journaliste qui tue toute la journée. En fait, les gens le savent pas, mais c'est vrai qu'on le dit pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Mais quand il y a ce genre d'émission typée télé-réalité, même si c'en est pas toujours, c'est pour ça que j'ai accepté. voilà, c'est toujours en fait un journaliste qui nous suit et qui nous fait le débrief de la journée et qui va nous guider sur les choses qu'on doit dire à la caméra. Exactement. Sauf que bon, bien sûr, des fois, c'est pas forcément ce qu'on a ressenti pendant l'émission ou la journée. Ouais. Et tu comprends les gens de télé-réalité qui eux sont pas connus du tout, qui commencent et qui vont du coup des fois sortir des choses parce qu'on leur a dit de dire et là t'étais énervé. Ils font elle m'a saoulé et tu dis mais en vrai non, donc tu sens que c'est pas leur mot en plus. Non, évidemment. Donc là j'ai pas du tout eu ça, j'ai demandé qu'on me souffle rien parce que ça de toute façon j'allais dire je vais pas dire vos phrases hein, je vous dis direct parce que t'apprends à avoir un peu de bouteille et d'assurance mais t'as réussi à garder ta personnalité quand même. Moi j'étais à fond dans le jeu quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup c'est hyper drôle là il y a une vidéo qui est sortie où je parle à un traître sans le savoir
Et je dis, ouais, moi je soupçonne Bruno qui est un loyal. Donc vraiment, je suis en totale erreur. Oups. Et vraiment, je lui fais, ouais. Et là, t'as Riyad qui est traite qui fait, ah, d'accord. Et je suis premier degré à fond. Non, Très c'était drôle. bien parce que c'était pas aussi un concours d'humoriste, tu sais, où t'essayes de sortir la vanne à tous les moments. Non, je suis resté moi-même et c'est marrant parce que ça fait nier de dire ça, je suis resté moi-même et tout. Non, mais mais se rend c'est compte la que c'est le vérité. nerf de la guerre Bah, dans bien notre sûr. taf. Ouais. Parce que sinon, tu vois des trucs, tu te dis, mais en fait, j'étais poussif, je sais pas moi, tu fais, toutes les 5 minutes. Moi, tu fais le clown, quoi. Tu c'est fais le pas- clown, c'est ça te va fun. pas, ou alors t'es un peu éteint parce que t'es timide. Ouais. C'est très compliqué d'être à un juste degré de comme si t'étais tout le temps un peu avec des potes, en fait, tout Ouais, le c'est temps ça. en confiance. Bon, rassure-toi, la première partie est terminée. T'as vu, je parle beaucoup. Non, mais tu as passé la première épreuve. Yes. Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. Ma reconnaissance éternelle. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Non, mais on a parlé un petit peu de ton parcours, Ouais, de comment est-ce que t'en es venu à tout ce que tu fais aujourd'hui. On a parlé de YouTube, on a parlé de ta carrière d'humoriste, on a parlé des émissions. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui s'appelle Sous la toile. Ouh. Et là, l'idée, c'est de parler un petit peu plus donc de tout ce qui peut être un peu problématique dans ce qu'on rencontre comme souci avec les réseaux sociaux quand on les utilise au quotidien. Et puis parfois des choses qui peuvent aussi te toucher toi et que tu dévoiles pas forcément aux gens qui te suivent. J'ai vu que tu t'amusais beaucoup à parodier les influenceurs sur ton Insta. Bon, Ouais. pas moi, heureusement. Non, Et mais notamment... Toi, t'as un peu changé de ton fusil c'est d'épaule ça. aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Donc du coup, je suis imparodiable. Ouais, t'es un peu moins attaquable. Et puis non, je pense que comme t'es un peu plus authentique, il y a moins de- C'est gentil. Ouais, je le pense. prends bien. Non, t'inquiète, je vais quand même aller fouiller ton Non, mais j'ai très peur. Je sens que je vais passer à la casserole bientôt. Mais c'est surtout avec ton personnage d'Antonice. Antonice. Antonice, qui est hilarant. Mais en vrai de vrai. Alors déjà, est-ce que tu peux nous faire un peu d'Antonice? Salut les croustilles. Franchement, je suis en crash. T'es tantôt, tu parles trop. Là, je suis avec Enjoy Phoenix. On est passé de Drakkar à fourrure. Elle a su... Elle a su nous mettre bien. Bisous, retrouvez-nous. Incroyable. Non, mais c'est très drôle. Si vous connaissez pas, il faut vraiment que vous alliez voir parce que c'est vraiment très très drôle. Mais pour de vrai, genre, soyons Ouais. un tantinet plus sérieux. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses vraiment de l'influence? De Je le l'influence. prendrais pas mal, hein. Vas-y. Tu Non, peux y aller. t'inquiète. En fait, je suis toujours un peu. Ouais, je suis atterré, je suis affligé parce qu'en fait, le capitalisme a bien fait son job. Il a réussi à s'infiltrer chez les gens, même dans leur personnalité. Ça veut dire qu'en fait, moi, dès que je vois un influenceur, en fait, je vois le produit qu'il me vend, parce qu'il me vend un produit. Si c'était un mode de vie où t'as l'influenceur que tu le suis, enfin, déjà, tu vas le suivre sur un yacht, il va te vendre où il est. Tu vas le suivre. En fait, il va tout te vendre parce qu'il a tout gratuit. Et s'il l'a gratuit, c'est parce qu'il y a une pub derrière. Ouais. Je schématise vraiment, je te dis les gros mais influenceurs, tu vois. ouais. On C'est caricature, mais En oui. caricature. Et je me dis, en fait, il n'y a pas d'artistique pour moi. Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il s'avère que j'ai pas besoin d'un truc détox. Mhm. Si, peut-être que, tu vois, si j'avais envie d'un lifestyle un peu plus Ouais. sur les réseaux, machin, why not? Encore que je trouve que souvent, des fois, il y a les dessous, ils se prennent une marge de ouf ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, si je vais aller sur les réseaux sociaux, c'est pour voir soit des trucs stylés, des photos belles, mais des photos belles parce qu'il y a un boulot d'artiste derrière, tu vois, Ouais. artiste photographique. Carrément. Et pour moi, c'est pas de l'art, c'est une certaine forme de. Faut avoir un charisme de dingue, hein, des fois, pour vendre des trucs et tout. Donc, je dénigrerai pas les gens. Je dirais juste que c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce qu'artistiquement, ça me remplit pas. Donc, ça va Donc pas me pour rendre toi, heureux, quoi. l'influence, c'est vraiment le fait de vendre des produits à des gens qui te suivent. J'ai un peu l'impression que c'est la définition. Après, peut-être que je me trompe. Ah non, c'est pas mais ça, hein. c'est intéressant. Non, je t'assure, moi, je trouve ça super intéressant d'avoir la définition. Et comme je le dis tout le temps, en fait, nous, on n'a pas choisi le terme influenceur qui nous a un peu tombé dessus. Et en fait, 80% du temps, enfin, je parle pour moi, on Bien vend sûr. pas des produits, tu vois. On raconte plus. juste notre vie. Ben alors, du coup, t'es pas influenceuse pour moi. C'est que Et dans ma définition, tu vois, mais c'est bien. Parce que moi, les gens qui racontent leur vie, qui racontent, tu sais, on les voit avec leurs amis, tout ça, machin. Mais alors, aucun problème. Si en plus, ça fait. D'une, ça peut être intéressant. De deux, il y a un truc qui est là pour le coup, au-delà de l'artistique. Enfin, c'est pas mieux ou moins bien, mais c'est un truc annexe où tu fais de ta vie un peu une œuvre, un truc. Moi, je pense à des gens où tu vois, ouais, des bandes d'amis, t'as envie de les suivre, tu dis, attends, elle est où? Ouais. Même Jérém Star, je crois qu'à un moment, il était avec une pote, Oui. elle était hyper drôle et tout. Tu dis, bah, pourquoi pas? Mais moi, ce qui va m'énerver, c'est t'as tout ça, et après, c'est, j'en profite pour vous dire que je suis machin. Bah, Et tu ça dis arrive toujours à un moment donné, Voilà. tu vois. Parce que ça reste un travail. Mais je peux comprendre. Mais alors, du coup, attends. Toi, t'as plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Donc, est-ce que tu te considères comme un influenceur ou pas? Non. Par contre, j'ai déjà vendu j'ai déjà bossé avec des marques. Et c'est pour ça que je dénigre pas les gens qui le font. Mais que moi, dans ma plus-value, c'est de dire, ok, mais par contre, je vais faire un truc artistique. On va se détendre, hein, c'est pas refaire le monde. Mais c'est juste, vous voulez que je parle d'un site de rencontre? Ok, Ouais. mais je vais faire un médium À ta énervé. manière. Je vais faire un médium énervé qui va donner des conseils de merde. Et on dira, sinon vous pouvez aller sur ce site, tu vois. Ouais. En gros, et je citerai pas la marque, tout ça, parce qu'en fait,
Déjà, malheureusement, il y a des. Moi, je vise aussi un peu de bosser dans le cinéma et les gens mettent facilement les gens dans des cases du style, il est influenceur, c'est compliqué de le mettre, tout ça. Et c'est quelque chose, je pense, qui m'intéresse moins. Mais en même temps, ça paye de ouf, on va pas se mentir. C'est presque un peu. Moi, pendant le Covid, en 3 collabs, j'ai plus gagné que ce que j'avais gagné en première année de spectacle, quoi, de one man show, quoi, tu vois. C'est ça. T'es là, d'accord, mais vraiment, et ça va. D'accord, bon, il y a l'URSSAF, mais on va être honnête, mais c'est ça. Ah oui, mais tu fais, ah d'accord, ok. Donc c'est presque indécent. J'ai un milieu hyper modeste. J'étais genre, ok, bon, ça je le dirai pas à mes parents pour cette vidéo. Et des fois, tu te dis, après, t'as la communauté, t'as des gens qui te suivent, donc c'est aussi tout se quantifie, tu vois. Mais moi, ma plus-value, c'est toujours de faire un sketch. Il y a de l'écriture. C'est ce que j'appelle artistique, en fait, c'est qu'il y a un boulot derrière. Oui, c'est que c'est pas juste un placement sans fond et que t'as quand même envie de le remettre un petit peu à ta sauce pour aussi pas décevoir ta communauté et parce que toi, ça te fait plaisir aussi de faire un truc plus artistique. En tout cas, sur tes réseaux, tu te positionnes quand même sur des sujets de société qui sont, à mon sens, très intéressants et notamment dans ton spectacle qui s'appelle Sensiblement Viril, tu parles de ton coming out. Ouais. Et tu casses les codes de genre. Et en fait, en ayant autant de personnes qui te suivent, est-ce que tu penses que tu peux les influencer grâce au message que tu fais passer? Et dans ce sens, est-ce que tu as l'impression quand même d'être une influence positive? Et c'est là où je te rejoins, c'est là où il y a une différence entre influenceur, genre je vends des choses, et influenceur, je fais passer des valeurs. Passer des valeurs, ouais. Mais du coup, c'est pas de l'influence. Tu sais, le côté. En fait, comme je dis à tout le monde, c'est compliqué parce que tout le monde a mis les gens qui étaient sur les réseaux dans une seule case et ils ont appelé ça des influenceurs. Après, on y voit ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est un joli terme parce que quand tu influences quelqu'un, tu peux aussi l'influencer en bien, tu vois. C'est clair. Est-ce que tu as eu la sensation d'avoir pu inspirer, influencer des gens sur le fait de faire leur coming out ou sur le fait de se sentir peut-être un petit peu mieux face à tous ces sujets de société? Ça, tu vois, c'est une super question. C'est bien ce lieu. Qu'est-ce qu'on est bien, j'ai resté 5 ans. Il y a 2 réponses que je peux t'apporter. C'est que la première, c'est que je me sens jamais légitime pour établir un message où, en fait, j'ai toujours l'impression que si je me positionne par rapport à un fait d'actualité, tout ça, je connais pas toute la face de l'info parce que c'est le problème et que je vais me planter. Et j'ai tellement peur. En fait, une fois, surtout dans le négatif, tu sais, quand tu veux condamner des gens, quand tu fustiges un peu un tel en disant c'est quoi ce propos là. Alors qu'en fait, il y a plus de détails qu'on ne sait pas. Et en fait, ça c'est et je me suis dit déjà, on va arrêter le négatif. Je vais partager que des choses qui m'inspirent, que des choses positives. Donc déjà, ça change la donne parce que du coup, tu mets en avant les gens que tu as envie qu'on les entende et pas l'inverse. C'est pas il est nul, machin. Moi, j'ai été blâmé d'être followphobe, donc de critiquer les gays qui sont plus efféminés dans mon spectacle. Par des personnes. Ouais, tout à fait. Il y avait un mini bad buzz au tout début par des personnes homosexuelles qui du coup comprenaient pas. Le sketch avait été coupé en 2 et sur le coup, c'est vrai que ça sonnait mal. Après, les gens sont venus voir le spectacle, ils ont compris, tu vois. Donc ça m'a quand même amené de la pub, mais un peu. Et sur le coup, quand tu vois Twitter qui s'enflamme, et t'es là, mince. Surtout venant de ta communauté, tu vois. Twitter. Twitter. Donc du coup, il y a un peu ce truc-là et j'ai beaucoup de mal, tu sais. Partager, je me sens jamais légitime partager, tu sais, les carrés bleus pour les Ouïghours, les carrés noirs pour Black Lives Matter, parce que évidemment que je le fais, mais je me sens tellement, ou alors je me dis il faut aller au bout de la démarche, ou il faut que je fasse un don à une association. Enfin, tu vois, il y a un côté, je me sens un peu entre deux de dire c'est les réseaux vraiment, et en même temps les réseaux ont un poids de ouf. Et donc, c'est ça l'ambivalence. C'est ça aussi, et faut pas le négliger. Et des fois j'ai un peu tendance à me dire c'est peut-être pas la vraie vie tout ça. Et par rapport au coming out, en fait, c'est plutôt mes sketchs. Ou comme c'est une œuvre artistique, tu vois, je suis peut-être un peu trop là-dedans, mais ça me rassure de dire, ok, il y a quelque chose d'artistique qui est fait, c'est bon. Parce que je me considère pas comme un, tu vois, comment te dire. Je préfère exprimer mes idées par le biais d'un sketch, par le biais d'une œuvre. Enfin, je trouve ça plus facile aussi de faire passer les idées plutôt que de donner des leçons ou d'être en frontal, même si ça m'est déjà arrivé. Et il y a eu beaucoup de messages, pour le coup, de jeunes personnes homosexuelles qui ont dit grâce à ton sketch, j'ai pu faire mon coming out. Des mamans dans la rue qui m'ont dit mon fils m'a montré votre sketch. Et, du coup, il a dit bah pareil. J'étais genre, et moi qui avait fait un sketch avant moi pour que je puisse le faire. Et ça, c'est dingue. Ouais, mais t'as été le chef de la bande de ce petit mouvement. C'est super chouette, en fait. Ouais, c'est hyper émouvant. Et en plus, c'est quelque chose dont je me défendais beaucoup au début. Quand tu commences à t'assumer en tant qu'homosexuel, t'as toujours une espèce d'homophobie un peu refoulée qui est un peu je suis gay, mais je vais pas sur les chars à la Gay Pride. Il y a un peu ce truc qui est très con. Et je pense qu'au début, j'étais beaucoup je suis pas fer de lance, je suis pas communautaire, je suis pas porte-drapeau. Et en fait, maintenant, j'ai envie de dire si, et je suis ravi de l'être, quoi. Mais il faut le temps, je pense, d'accepter. C'est pas. Et les réseaux sociaux aident parce que tu vois qu'il y a plein de personnes comme toi. Moi, je vois des personnes, même tu vois, par exemple, en termes de look, des looks hyper queer, des looks un peu qui prennent des codes au niveau des 2 genres, tu vois. Moi, j'en suis au niveau 1 de mon évolution, mais je pense que tu me vois dans 5 ans. Comme les Pokémon. Exactement. T'as grave le temps. Je deviens un Florizard, mais je peux plus passer les portes tellement j'ai des trucs. Dans quelques années. Néné. Non, mais je trouve ça bien parce que ça m'aide aussi à assumer en termes de look, en termes de style, et c'est important. Et
Donc, même le prochain spectacle, il sera beaucoup plus queer. Et ça t'aide à te rendre compte que t'es pas seul, qui que tu sois. Est-ce que tu t'es rendu compte que t'avais réussi à peut-être fidéliser un petit peu plus ton audience dès lors que t'as vraiment réussi à être toi-même? Moi, j'ai l'impression que les gens ont vraiment ce besoin d'authenticité. Tellement. C'est avec le moment où allez, on y retourne. Et allez. Le moment où j'ai commencé, on va dire, à vraiment cartonner, c'était quand j'ai fait mon coming out sur scène, en fait, au final. Alors, certes, c'est pas la solution forcément pour tout le monde, mais moi, c'était vraiment ce qui manquait pour être sincère avec les gens. Et en fait, j'ai même fait des sketchs, mes tout premiers spectacles à Lyon, t'en avais même où j'étais hétéro dans certains sketchs, tu vois. Donc, vraiment, même moi, enfin, tu vois, l'erreur, enfin, le côté, tu te caches, parce que pour le coup, la première personne à qui j'ai collaboré m'a dit non, mais après, on va te mettre dans une case, tu vois. Elle était peut-être aussi un peu pas hyper ouverte. Oui. Ouais, c'était... Ah, mais ça a été un problème. Et du coup, c'est pour ça que je bosse plus avec. Mais ça s'est fait au moins. Un problème parmi tant d'autres. Mais du coup, évidemment que c'est à partir de ce moment-là où la rencontre, elle s'est faite. Surtout quand t'es humoriste, je trouve. Ou sur les réseaux. Après, moi, j'aime beaucoup faire des personnages aussi. Mais quand les gens savent qui tu es, tu peux te permettre aussi de faire des personnages. Et je trouve que c'est un bon équilibre à avoir. Ma prochaine question, c'était par rapport à l'homophobie, parce que bien entendu, c'est super de s'assumer et c'est la chose que je souhaite vraiment à tout le monde, parce que je pense qu'en termes de développement personnel, c'est vraiment la meilleure chose qui peut arriver. Mais bien sûr, il y a des homophobes. Et quand on est un personnage public comme toi, à faire des spectacles, à s'exposer sur les réseaux sociaux, on est face à de l'homophobie, parfois, souvent. Ou peut-être jamais, en tout cas, je te le souhaite pas. Mais quand ça t'arrive, est-ce que... comment tu gères ça? Écoute, ça m'est très peu arrivé. En fait, ça m'est très peu arrivé parce que je pense que j'ai le pack de répartie qui est mon sketch. En fait, j'ai toutes les réponses avec le côté vous pensez ça, c'est cliché, ça, j'en rigole, là-dessus, je me taille, mais pas parce que je suis gay. Évidemment. Et en fait, tous les clichés, je les fais exploser. Donc, qu'est-ce que peut dire un homophobe à part dire il est pédé? Je vais faire ouais. Il y a un côté. Voilà. Ok, mais vraiment, les gars, je vais pas vous violer. Enfin, vraiment, tout va bien. Enfin, il y a un côté. Et en fait, il y a eu ce côté où tant mieux. Enfin, je sais pas, parce qu'après, le trolling, c'est vraiment. C'est pas parce que t'as une bonne réponse que les gens vont rater. Ah non, il a une bonne réponse, on va arrêter de le troller. Mais j'ai jamais eu ce truc-là. Donc, je suis hyper content. Là, dernièrement, j'ai fait un format court qui s'appelle Encore vous, qui était sur Canal+, et qui est diffusé en ce moment sur Studio Bagel. Et mon personnage de présentateur a des costards hyper colorés, et il a des perles et du vernis. Et tu sens que comme Studio Bagel, c'est un autre public qui est pas le mien, ça les choque de ouf. Et moi, je me rends compte que du coup, le chemin est long, et je suis hyper content. Ça prend le temps. Alors que j'ai juste un peu de vernis, c'est pas le sujet. Et les gens font j'ai adoré, sauf le vernis. Donc c'est peut-être pas forcément l'homophobie, mais c'est vraiment. Non, mais c'est fou qu'il y a des gens quand même qui bug sur ce genre de détails. Et qui vont l'écrire. Ah ouais, ça, moi, ça m'hallucine. C'est drôle, mais c'est con le vernis. Le vernis, ça, j'aime pas du coup. Voilà, exactement. Et du coup, je me dis, en fait, il y a du taf. Et c'est clair que dehors, des fois, moi, je suis dans mes réseaux, je suis avec des gens qui me suivent, qui me connaissent. C'est un peu confortable peut-être. Et c'est vrai que je sais pas si un jour j'ai une exposition, tu sais, où tu touches des gens qui avaient pas prévu d'être touchés, parce que c'est ça. Peut-être que je me prendrais un saut de merde. Non, je souhaite pas. Mais en tout cas, je suis assez maintenant, je suis assez sûr de moi et j'ai réussi à passer entre ces gouttes-là, donc je suis content. Est-ce que c'est important pour toi de garder un certain équilibre entre le contenu que tu fais sur les réseaux et la scène? Parce que quand on est comme toi, du coup, sur les deux plateformes et qu'on tire un peu profit des deux côtés, c'est important de garder quand même un équilibre et de pas en laisser un de côté. Tu ressens des fois cette difficulté de te dire là, j'ai peut-être pas assez posté sur les réseaux, ou alors là, je me suis trop concentrée, ou alors, je sais pas, genre là, j'ai fait, je sais pas, trop de scènes, ou l'inverse, en fait, où tu... En fait, déjà, l'algorithme magique te force toujours à poster plus, j'ai l'impression. Et tu te sens toujours comme une merde quand t'as rien posté. Parce qu'il y a ce truc quand même de petites notifs rouges ou de likes qui fait que dans ton cerveau reptilien, t'as une sensation de bonheur. Donc, dans tous les cas, il y aura un je t'aime qui est tout de suite... Des fois, t'es là, pourquoi tu regardes tes réseaux en disant ah, c'est bien, on a aimé. Et si tu débriefes le truc, ça fait juste plaisir que des gens aient apprécié et aient vu tes trucs. Tout comme les applaudissements. Oui, pareil. Tout comme les applaudissements. C'est pour ça que. Ou les rires. En fait, je suis quand même dans un métier où je cherche toujours une réponse et c'est un peu aimez-moi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr. Non, moi, la scène, c'est mon bébé. En fait, je lâcherai jamais la scène. Si mes salles étaient remplies un an à l'avance, sans rien faire, je pense que je ferais moins de vidéos sur les réseaux. Ah, je pense que j'aspire plus à devenir une Mylène Farmer en mode. Mais par contre, quand je lâche un spectacle, c'est dingue. C'est dingue. Exactement, mais on la voit jamais. Non, on la voit jamais. Elle te remplit des arénas en lâchant le spectacle. Je trouve ça dingue. C'est-à-dire qu'elle peut que bosser son spectacle, son set, son artistique.
Et en même temps, je te dis ça, je me contredis puisque j'ai pu créer des super persos grâce aux réseaux sociaux. C'est un petit peu mix. Et c'est comme mettre un petit pied dans la piscine et voir que ça prend. Il y a des persos qui ont moins pris, que je ne vais pas réutiliser. Il y en a, j'ai pris plaisir à les faire et je me dis, maintenant, il faut les faire vivre sur scène. Donc, ça va aussi fournir le prochain spectacle. Donc, j'ai réussi à trouver un équilibre. Sauf que maintenant, je me force plus. Ça veut dire que, tu vois, là, en plus, il y a les trades. Quand je sais que j'ai des choses, j'ai des tournages ciné, quand je sais que j'ai des choses à raconter, on va dire, dans mon taf, parce que moi, l'idée, c'est je parle rarement de ma vie privée. J'allais venir juste après, en fait, tu vois. Et bah, du coup, quand je sais que j'ai des choses à montrer, je peux garder un lien voilà, avec la communauté, ça va le faire. Et quand j'ai envie de me marrer, je vais faire une vidéo, mais maintenant, je me force plus trop. Tu te mets pas la pression? Non, je me mets plus la pression. Plus. Non, par exemple, l'année dernière, tu vois, je faisais la captation de mon spectacle pour Canal+, et il fallait que la salle soit blindée, on avait 2 dates. Et là, pour le coup, je me suis dit, tous les dimanches, je fais une vidéo de personnage. Et c'était un peu une tanasse, en fait. Le rythme m'a saoulé parce que j'ai quand même choisi cette vie. Oui. Pour n'avoir aucune routine. Les métiers artistiques, c'est ça. Dès qu'on te force à la création, généralement, on t'y arrive plus du tout, quoi. Moi, j'ai fait à quotidien des chroniques toutes les semaines. C'était cool. Mais pareil, le rythme... moi, j'arrive à écrire des sketchs, mais des fois, je vais en écrire 3 en une semaine, et puis des fois, rien pendant 3 mois. Bah, c'est la page blanche, ouais. Bah, c'est le comble des artistes, hein. Exactement. C'est tout le temps comme ça. Et puis, c'est même pas parce que j'ai pas d'idée, c'est parce que je vais même pas m'y pencher, quoi. Je vais faire autre chose. Donc, en fait, tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, tu vois, quand j'arrive pas à écrire une vidéo ou même quand mon mec fait de la musique mais qui s'en sort pas, je lui dis en fait, repose-toi. Va te nourrir d'autres choses parce que sinon, tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Amen. Voilà. C'est ça. Dans tes sketchs, tu parles très souvent de ton entourage. Or, on ne le voit jamais. Jamais. Et est-ce que tu te tiens vraiment à garder une limite? Jamais. Mais on connaît très peu ta vie privée et tant mieux parce que moi, je trouve que c'est super de garder ça. Moi, j'étais trop jeune quand j'ai lancé les réseaux, je me suis pas rendu compte de tout ça et avec le recul, je protège beaucoup plus. Mais est-ce que toi, tu t'es fixé une limite de choses que tu pouvais dire ou montrer à propos de ta famille, de tes proches ou de la personne qui partage ta vie? La limite, en fait, c'est un vrai dilemme. En fait, la personne qui partage ma vie, mon mec, j'ai vraiment pas envie de le montrer parce que je trouve que ça... Il y a 2 choses. Il y a un peu un côté, il est pour moi, donc je me le garde un peu, tu vois. Sous le coude, il est à toi, genre. J'ai vraiment pas envie qu'on sache qui c'est. Ouais, ça m'intéresse. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, donc c'est peut-être hyper possessif, hein, mais j'assume. Et des fois, je me dis, ça peut être inspirant, tu vois. Par exemple, je pense à Suzanne, la chanteuse. Des fois, elle se montre avec sa copine. Et c'est inspirant, en fait. C'est inspirant. Tu te dis, ok, c'est une meuf lesbienne qui s'assume, qui se montre. Et je me dis, je pourrais aussi, tu vois, être cette personne-là. Pas pour moi, pour avoir des likes, en fait. Mais pour inspirer des jeunes, on peut s'afficher, on peut se montrer, tu vois. Encore plus quand t'as le côté un peu, homosexualité derrière, le côté LGBT, tu vois. Quand t'es dans un couple hétéro, c'est encore autre chose qui se pose, mais il y a un peu ce côté-là. Est-ce que s'affirmer, c'est être engagé ou pas? Vrai, ouais. Et mes parents, si, je les ai montrés parce que c'est toujours un peu mime, et puis t'as toujours des petits... Moi, souvent, je fais des photos avant-après, tu sais, des photos d'enfance où t'es avec ta mère. Ah oui. J'ai fait ça une fois parce que j'ai retrouvé une photo, donc j'ai dit, viens, on refait la même pose. Et voilà, mais pas plus que ça, parce que je les vois assez rarement... Et mes amis, souvent ça va être des amis qui sont dans le métier, tu vois. J'ai une amie humoriste, Thaïs Vauquier, ma metteuse en scène, Alexandra Bialy, elle est comédienne aussi, donc ça me gêne pas de les montrer. Ma réalisatrice, Léa Rouault, avec qui je bosse tout le temps. Mais sinon, mes autres amis sont assez discrets et pour moi, j'ai envie que quand tu viens sur ma chaîne ou sur mes réseaux, tu vas avoir des sketchs en fait, tu vas avoir des trucs marrants. C'est ça, parce que j'allais te dire, tu te livres beaucoup plus en tant que personne dans tes spectacles que dans tes vidéos. Ouais, ça c'est sûr. Et il y a une raison pour ça? Est-ce que c'est parce que tu te sens plus à l'aise sur scène? Ou est-ce que tu veux peut-être que... Moi, je me mets à ta place et je me dis peut-être que j'aimerais pas qu'il y ait de traces, tu sais, ou de... Tu vois, de trucs qui restent ancrés dans le temps comme ça. Le sketch, c'est quelque chose que je vais tirer pendant 5 ans, on va dire, minimum, un sketch. Donc, il y a quelque chose de plus travaillé. Donc, il y a vraiment un sentiment qui va m'animer, de frustration, d'agacement. Après, il y a plein de choses qui peuvent changer. Je trouve que la vidéo, il y a un truc un peu plus... je le vois toujours comme ça. Pour moi, les vidéos Instagram, surtout, c'est des bonbons qui donnent envie, c'est des chips qui donnent envie d'aller manger le plat principal qui est le spectacle en fait. Okay. Pour moi, la pièce maîtresse de ma carrière, c'est mes spectacles parce que c'est là où je me livre le plus. Et c'est là où je vais parler de mes parents parce que je vais avoir les vannes pour et tout. Des fois, je fais des personnages qui ressemblent à ma mère, la maman qui attend sa gamine avec le gilet comme ça. Je reste là sinon le chat va sortir là. Tu veux pas des tomates, il en mange pas ton père, tu vois. Ça c'est clairement ma mère, on va pas se mentir. Hein. Il y a des choses comme ça quoi. C'est très drôle parce que je pense qu'on a tous une daronne. Mais voilà, en fait, c'est ça. C'est que tu te rends compte. Et ça, c'est très TikTok aussi. Tu te rends compte que juste c'est trop vrai. Même s'il n'y a pas de vanne, il n'y a pas. Et c'est pas un jugement de valeur, mais des fois, t'as pas besoin d'une recherche dingue. Non. Juste d'être très précis. Et là, ça prend de ouf. Les gens. En fait, je pense que le fait que les gens voient sur les réseaux quelque chose qu'ils voient au quotidien, se dire attends, mais en fait, on vit tous la même chose, c'est ça qui rend le truc drôle, en fait. C'est ça. C'est ce que faisait Gad Elmaleh à l'époque où il n'y avait pas les réseaux avec le blond, où t'as toujours un mec qui est plus doué que toi. Et
Et tu fais, mais c'est trop vrai. Et là, maintenant, ça vient jusque dans ton téléphone. Donc, ouais, non, je ressens pas le besoin. Il y a juste un dernier truc, si tu me disais aller dans le deep, c'est que moi, le seul truc qui m'a fait du mal sur les réseaux, c'est la jalousie. Et ça, je trouve ça important d'en parler. C'est vrai? Bah ouais, parce qu'en fait, tu vois que des gens qui réussissent. Moi, tu vois, il y a des gens que j'admire, que j'adore, mais au moment où je suis dans mon lit, eux, ils font un tournage de ciné. Donc toi, t'as juste envie de crever, parce que tu te dis, mais c'est ma vie. Et bah, j'ai préféré les mettre en sourdine, alors que je les adore. Je suis fan de leur travail. Hein. Je meurs devant leur travail. Je vais voir tous leurs spectacles et tout. Parce que il y a des moments, faut choisir quand t'as envie d'être surtout quand tu fais le même métier, hein, on va pas se mentir. Et je trouve ça important, s'il y a des gens qui, enfin, sans donner de leçons, mais je trouve ça important de dire, ok, en fait, c'est pas le moment. Des fois, t'es juste dans ton lit, tu vas juste dormir. T'es pas obligé de savoir qu'il y a des gens qui font des choses mieux. Bah, déjà, c'est Instagram. T'as l'impression que tout le monde fait des choses mieux que toi. Oui, mais parce qu'en fait, il y a aussi ce truc sur Instagram où ça viendrait jamais à l'idée d'aller poster sur Instagram les moments où vraiment, genre, bon, ça existe. Hein, ça existe. C'est vrai, moi, des fois, je vais sur les réseaux des fois pour dire, franchement, les gars, j'ai passé une journée de merde. Bah... Mais globalement, tu montres surtout les highlights de ta vie. Et donc, forcément, quand t'arrives sur Insta, tu vois les highlights de tout le monde. Et toi, si t'es dans un moment où ça va pas du tout, t'es là, mais attends, mais ma vie. Mais c'est de la merde. C'est horrible. Et c'est horrible, mais je te comprends. Surtout avant de dormir. Après, t'en fais des rêves et tout, et tu te dis, c'est pas possible. Là, je psychote. Ouais. Sur des gens en plus qui n'ont même pas le même profil que toi, tu vois. Oui, en fait, tu compares l'incomparable. Oui, tu finis par faire ça parce que t'as pas le recul et que t'es juste là dans ta bulle et tu te dis, ah bah eux ils font ça alors que moi je suis dans mon lit. T'as pas de recul, t'es à 30 cm de l'écran. Ouais, t'as raison. Recul. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'en parler, de l'assumer. Et de s'en protéger, quoi. Ouais, de se dire que c'est ok en fait si on fait pas ce que tout le monde fait parce qu'on a chacun nos moments et puis on n'a pas les mêmes parcours de vie aussi, quoi. Ouais. Hyper intéressant. En fait, ce qui est frustrant, c'est que tu vois, par exemple, t'as des gens qui peuvent t'inspirer. Ouais. Mais pas pour faire la même chose, mais surtout dans notre taf, tu te dis putain, c'est possible. Je sais pas, moi je parle d'humour, donc tel humoriste qui va finalement faire son spectacle dans un lieu hyper incongru, tel humoriste qui va parler d'un sujet dont t'as jamais entendu parler avec une manière. Tu peux dire, ok, en fait, ça te montre que c'est possible. Et moi, les gens libres sur scène et dans la manière de communiquer, moi, ça m'inspire toujours. D'être libre, moi, pas de la même manière qu'eux. Mais des fois, t'as un peu les mêmes rêves qu'eux, où tu vois, je sais pas, ils vont rencontrer, je te dis une connerie, tu vois, bah, tac, je suis avec Alain Chabat et tout. Tu fais, mais pourquoi c'est pas moi qui suis avec Alain Chabat? Ça, c'est quand tu commences à un peu taffer dedans, parce que quand t'es personne, je dis pas que quand t'es moins connu ou quoi, tu sais que tu rencontreras pas Alain Chabat et tout. Et quand t'es dans un entre-deux, t'as ce truc un peu bâtard de... Ouais, où tu te dis, j'ai pas eu l'opportunité, moi. Ouais, et puis attends, ça va. Bah, et après, tu t'en deviens amer en disant, ouais, mais attends, mais c'est parce qu'en fait, son père est nanana, ou elle connaît nanana, et ça c'est bon. Et en fait, t'en viens à dénigrer la réussite des gens. Alors qu'ils pour te rassurer pour toi-même. Te rassurer. Ouais, ça ne change rien, tu rencontreras pas Alain Chabat. À ce moment-là, t'es dans ton lit. Tu vois ce que je veux dire? J'adore la... Ouais, bonjour Alain Chabat. Bonjour Alain. Voilà, bonjour. Que j'ai rencontré. En plus, mais alors d'où tu râles? Non, mais je râle. J'ai pas eu le temps d'autant le rencontrer. Non, mais tu sais, des gens un peu comme ça qui ont l'air hyper intéressantes, qui sont drôles, qui ont un parcours de dingue. Qui font partie en pour moi, je trouve que Alain Chabat symbolise super bien ce style-là. Je trouve qu'il y a un peu l'unanimité. Et si Jonathan Cohen vieillit bien, ce sera Jonathan Cohen, le nouveau Alain Chabat. On est tous d'accord. Mais du coup, ouais, des trucs comme ça, ouais, des trucs dont tu rêves un peu secrètement et tu vois que ça se passe, ou des collaborations et tout, et toi, t'es en reste, ou tu sais, quand t'as deux artistes que t'aimes bien qui vont bosser ensemble et t'es là, mais vous m'avez pas appelé? Bah non, parce qu'on peut pas t'appeler tout le temps. Moi, j'ai beaucoup ce truc-là. Mais tout comme une fête d'anniversaire où t'es pas invité et où tu connais les gens. Tu vois, c'est horrible. C'est le FOMO. Le FOMO. Tu connais? Ouais. Fear of missing out. Ah ouais, exactement. Ou of missing off, non? Missing out, c'est ça, ouais. C'est la peur de ne pas être là et de rater quelque chose d'important. Ouais, exactement. Et encore plus, je trouve, quand t'es à Paris et que tu bosses dans un métier d'image où tu te dis, ah, cette soirée, il y avait un tel, j'aurais pu, machin. Là-dessus, je me suis détendu. Bah parce qu'à Paris, il y a cette opportunité supplémentaire de se faire des contacts tout le temps. Et donc, moi, je me suis prémunie de ça. Je n'ai jamais vécu à Paris parce que justement, je voulais pas être obligée et forcée d'aller à chaque soirée parce qu'à la fin, ta santé mentale. Non, c'est clair. Puis t'es crevé. Oui, puis tu vois, moi, ce genre de soirée, je bois pas. Enfin, c'est pas une soirée avec des amis, donc je vais en faire max une par mois. Déjà parce que je suis pas invité à. Puis ça m'intéresse pas en fait. Tu te rends compte que c'est pas là où tu fais les contacts. Non, sauf si t'es très en forme et tu sais que tu vas être hyper. Tu vas vouloir aller vers l'autre, rencontrer, créer une rencontre. Mais si t'es juste là à traîner, à essayer de machin, moi je préfère pas. Ça fait. En fait, personne n'est dupe maintenant. Ça fait forceur aussi. Ouais, tu vois trop les raccros. Enfin, tu le vois trop. Tu le vois. Et en fait, c'est un double tranchant parce que ce qui peut t'inspirer, après, peut te déprimer la seconde d'après en disant, mais pourquoi je le fais pas? Et pourquoi il a eu cette idée? C'est très toxique, en fait. Bah ouais, en fait, c'est à la fois toxique et à la fois inspirant parce que ça te permet, en fait, de donner toi aussi des idées, de te dire, bah lui a fait ça. Bah ça m'a donné l'idée de faire, alors pas forcément mieux, mais juste quelque chose qui ressemble. Exactement. Et tiens, si je faisais ci...
Ou ça, mais c'est vrai que... Surtout dans ce métier, enfin, moi, j'ai jamais autant écrit des sketchs quand je venais de voir des one-man shows. On dirait que je les plagie, mais non. qui m'inspiraient dans le sens... ouais, dans le sens, la personne, elle est authentique dans ce qu'elle est. Et je me dis, mais j'ai... Et souvent, j'allais gratter des sketchs où je parlais de moi, rien à voir avec ce que je venais de voir. Mais j'ai jamais fait autant ça qu'après des spectacles inspirants. Et je trouve qu'après des contenus inspirants, après des... Tu vois, le low cost, il y a un type coréen qui fait ça très très bien aussi. Ouais. Lui, il fait en 4 photos. Il te montre un peu l'évolution. Et quand j'ai vu ça, moi, je suis passé dans la vidéo avec le Roi Lion, par exemple, c'est la toute première, le Roi Lion, et où j'ai dit, ok, sauf que nous, on va faire plan par plan avec les mouvements de caméra. Lui, il posait sa cam et il avançait, et c'était pas... Mais, je veux dire, je me suis jamais targué d'avoir inventé le low cost de toute façon. Mais après, ça a donné, maintenant, t'as des Russes qui font ça, studio... mais ça, c'est après qu'ils aient vu mes vidéos, en fait. Donc, incroyable. Attends, tu dois avoir un petit côté fier, quand même. Mais un côté où tu te dis, c'est génial d'avoir lancé une manière, même si, voilà, je serais jamais récompensé de ça et que j'ai peut-être pas lancé parce mais que... toi, tu le sais, c'est important. Peut-être. Ou les idées sont dans la nature. Je pars du principe où dans le monde entier, je pense pas que je suis la seule personne. C'est juste que quand tu vois autant de vues d'une vidéo, tu dis, ah, peut-être. Mais au final, j'ai fait le choix d'arrêter, tu vois. J'aurais pu continuer éternellement les low cost. Et j'ai voulu changer. Parce que je me suis dit, ok, là, je communique sur une manière où les gens vont penser que je fais que me déguiser, faire du playback. Et j'ai envie de montrer que je sais faire des blagues aussi. Donc, c'est ça qui est génial avec les réseaux, c'est que c'est inspirant, mais il y a toujours un côté un peu... Mais comme un verre d'alcool, hein, 1, c'est bien, 2, ça va, et puis 5, tous les soirs, c'est du poison. C'est trop. Et la dernière question que je vais te poser, que je pose à tous les gens qui viennent dans ce podcast, c'est, selon toi, quel est l'avenir des réseaux sociaux? Parce que du coup, bon, toi, on t'a découvert aussi sur YouTube avec les low cost, etc. Mais maintenant... Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de TikTok, d'Instagram, de YouTube même? Est-ce que tu crois que ça va encore évoluer? Est-ce que tu penses que ça va régresser? Est-ce que tu penses que ça va trop loin? Ça va trop loin. Déjà, c'est tellement des plateformes différentes. C'est en difficile, vrai. hein. Tu vois, entre YouTube, qui pour moi, mais je le vois comme ça, et alors quoi que maintenant, t'as des shorts sur YouTube où tu peux faire comme des TikTok. Oui, tu sais que maintenant, Instagram va racheter le concept de Be Real, où en fait, t'as une notification dans la journée. Tu connais ce concept, cette appli Be Real? Non. Et en fait, en gros, tu reçois une notification dans la journée où tu dois poster tout de suite la photo de la caméra frontale et l'autre caméra de ton téléphone. C'est une amie qui faisait ça avec des potes. Voilà, et ben Instagram a annoncé qu'ils allaient reprendre le concept. C'est pour te dire. Donc, en fait, je pense que maintenant, c'est ça. C'est comme Instagram, c'est comme un humoriste qui pique des vannes. C'est genre, ça c'est bien, on va prendre, ça c'est bien. Donc ça va évoluer par des choses par des gens qui ont été malins, qui ont inventé, tu vois, Be Real, c'est hyper... Moi, je trouve ça bien que pour une bande d'amis, tu sais, tu vois, on est 8 potes et j'aimerais bien le proposer parce qu'on vit chacun dans une ville de France ou même d'Europe. Te dire, là, à ce moment-là, on est où à ce moment-là, tu vois. Ça, c'est plutôt chouette. que de se tenir au courant. Je trouve ça bien. Et là, pour le coup, les réseaux rapprochent, tu vois. Après... L'avenir des réseaux, franchement, à chaque fois, je me fais tellement avoir, tu vois. Je commence à avoir 1 million sur Facebook qu'il faut passer sur Insta. Là, je me suis déjà dit, mets pas tes œufs dans le même panier, va déjà sur TikTok, tu vois. J'ai l'impression qu'il y aura toujours un nouveau truc parce que c'est un côté, ça fait partie des générations, en fait. Si franchement, dans 5 ans, 7 ans, on est encore sur TikTok, on va dire les jeunes sont encore sur TikTok, bah, ils diront OK boomer, enfin, tu vois, ils diront OK, je sais pas ce qu'ils diront, OK millennials. Ok, Gen Z, ça serait le... Arrête, ça m'angoisse à fond. Je suis hyper angoissée rien que dans ça, ouais. C'est ouf, hein. Ça y est, je vais y... En fait, c'est vertigineux. Non, mais c'est vertigineux, ça veut dire que quand Facebook est arrivé, on était là, on a l'impression que ça durait des années, mais c'est allé très très vite. Après Insta... Tu te rappelles le logo d'Insta qui était un vieil appareil photo vintage? Comme maintenant, ça voudrait plus rien dire. On se dirait... le truc. Et mettez-vous sous le voile. T'as vraiment raison. Tu vois? Du coup, je... Donc pour toi, tu penses que ça va encore évoluer et qu'il faudra continuer à s'adapter Ouais, ça va être exponentiel. Ouais. Ça va être exponentiel, il y aura toujours des manières. Après, j'ai l'impression que... J'espère que ça va pas se... Tu vois, on part de Skyblog où tu pouvais écrire des nouvelles. Facebook, tu pouvais écrire des articles sans images. Tu passes à Insta, juste des images. On like. Tu passes à TikTok où c'est des vidéos que tu peux même pas avancer. Si, on peut les avancer maintenant sur... Ça dépend si tu choisis l'option ou pas. Exactement. Donc, en fait, tu subis vraiment des vidéos, le fameux... C'était maintenant, t'as des vidéos de 15 minutes où il faut regarder jusqu'à la fin. Des gens qui font... Et finalement, il se passe rien. Donc, on est sur l'apologie du vide et en même temps, à contrario, sur l'apologie de tout le monde. Tu te rends compte que les gens sont si drôles. T'as des gens qui sont pas humoristes, mais qui sont... Oula, je tape le micro. Parce que je fais des grands gestes, parce que je suis passionné, parce que je suis italien. Non, pas du tout. Et du coup, t'as des gens qui sont si drôles que du coup, il y aura son pendant à tout, mais j'ai l'impression que ça va... Malheureusement, j'ai un peu peur de l'apologie du vide qui peut être encore plus... Encore plus que ce que c'est déjà. Je sais pas ce qu'ils vont trouver. C'est possible. C'est possible. Et ce qui m'énerve, c'est quand les réseaux sociaux prennent le pas sur la vraie vie du style, tu sais, maintenant tu pars en vacances et t'as des lieux instagrammables où les gens font 6 heures de queue pour leurs photos, ce qui n'est pas la réalité, puisque vraiment t'as des gens derrière, ils mettent des robes qui viennent d'enfiler pour faire un truc de balanceur et tu te dis vraiment, c'est ça tes vacances, c'est te montrer aux autres que t'as eu des vacances alors que tu n'en as pas eu, puisque tu as juste fait
un shooting photo que tu as payé toi-même. C'est vrai. Et ça, c'est un peu ce qui me fait peur, exactement. Mais après, c'est comme tout, tu sais, quand Internet est arrivé, je pense que tu as plein de personnes qui disaient que c'était le diable en personne. Voilà. Après, est-ce que TikTok, c'est le diable en personne? Non, mais il faut faire gaffe comme tout, quoi. Ouais. Bon. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci Alex d'être passé dans le podcast. J'espère que ça t'a plu. C'était le plus beau des Noëls. C'est vrai? Ouais. Oh, tu as surmonté cette épreuve. Tout s'est bien passé. Ouais, c'était trop bien. Regarde, tu es encore vivant et tu respires. De toute façon, moi, tu m'invites pour que je parle de moi. Ah bah voilà, forcément. C'est un bonheur. Mais merci d'avoir accepté l'invitation d'Antoine et à très bientôt. J'espère que je viendrai à ton spectacle. Tu viens, t'es invité. Parfait. Pour conclure cet épisode, j'aimerais revenir sur la discussion qu'on a eue à la fin de ce podcast avec Alex, que j'ai trouvé hyper intéressante sur l'aspect de la jalousie quand on est sur les réseaux sociaux. J'ai souvent eu tendance à vouloir me comparer aux gens que je pouvais voir sur Instagram ou sur TikTok, soit parce que je les trouvais physiquement beaucoup plus beaux ou belles que moi, ou parce que j'avais l'impression de manquer des opportunités et j'enviais simplement leur place, quand je me suis simplement rendu compte qu'on n'avait pas la même vie et que on avait chacun des moments de lumière dans nos vies et qu'il fallait laisser la place aux autres aussi parfois, d'avoir leur moment de lumière à eux. Ça sert à rien de comparer l'incomparable parce qu'on ne peut pas avoir la même vie que des millions d'autres personnes sur cette planète et qu'on est tous uniques. En tout cas, merci d'avoir écouté et regardé cet épisode si vous êtes sur YouTube et n'oubliez pas de rester à l'affût de ce qui se cache sous la toile. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!